Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler du LG G7. Donc le LG G7 qui m'a été d'ailleurs prêté par Daddy Donc je le remercie de m'avoir prêté le téléphone pour pouvoir tester le dernier ND de chez LG, parce que je sais pas combien de temps ça aurait pris si j'avais demandé à LG, mais au moins comme ça je l'ai plutôt rapidement, et surtout ça va me permettre de réellement découvrir la marque, puisque pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous savez que j'avais reçu le LG V30, que j'ai dû rendre 4 heures après m'être rendu compte qu'une partie de l'écran était fêlée, et donc LG, pour un souci d'image évidemment, ils ont voulu que je leur rende, et j'en suis un petit peu dégoûté, parce que j'aurais bien aimé me faire un premier avis avec ce LG V30. Le LG G7, aujourd'hui on peut le trouver à peu près à 500 €, et le problème, en tout cas pour la sortie en France, c'est que en fait les commerciaux ne savaient tout simplement pas comment le vendre. Ça paraît assez con comme truc, mais il ne savait vraiment pas comment le vendre, parce que le plus gros souci qu'il a, c'est qu'il n'offre rien de vraiment différent, tout en étant en plus inférieur sur la plupart des points au LG V30. En effet, le LG V30, il avait à peu près tout qui était pareil, sauf que ici, on a droit maintenant à une petite encoche bien sympathique. Donc, sympathique. Un écran IPS au lieu d'un écran OLED. On a toujours le quad DAC, on a une batterie de 4000 mAh, de 3000 mAh, et je crois que c'est même moins que le LG V30. Je crois que c'est à peu près la même chose, ou moins. On a exactement les mêmes capteurs photo qui, en plus de ça, a été mis en avant à LG pour dire on veut pas être les meilleurs. Et apparemment, d'après les tests, c'est pas meilleur que le V30, c'est même apparemment moins bien, même si j'en étais assez satisfait. Donc c'est ça qui est un peu dommage aussi. Globalement, en fait, le problème, c'est que après la sortie du LG V30, eh bien, ce LG G7 ThinQ n'apportait pas vraiment grand-chose, et c'est ça qui est vraiment dommage. Et personne ne savait vraiment comment le vendre. Néanmoins, je le trouve intéressant pour plusieurs points, qui seront valables pour LG V30, ou qui, malheureusement, souffriront de la comparaison avec le LG V30. Comme je n'ai eu que 4 heures, je ne pourrais pas donner mon avis dessus entre les deux, donc ce qui fait que mon test sera uniquement sur le G7, sans prendre en compte le V30 bien évidemment, même si la comparaison va être compliquée. On peut presque mettre en avant que le LG G7 ThinQ, c'est un LG V30 avec un écran IPS, donc moins bien, un appareil photo moins bien, plus de puissance, et c'est tout. Donc allez, on est parti pour le LG G7, et une petite découverte pour moi de LG tout simplement. Au niveau du design, donc on a droit à un design au dos qui est en vert, avec son double capteur photo, le lecteur d'empreintes, G7 ThinQ et LG. On a droit au capteur laser ainsi qu'au flash qui est présent, avec donc ce dos qui est donc en vert avec un côté un peu reflet. Alors on a un peu ce côté où en fait, selon comment on va le regarder, selon la lumière, il va être plus ou moins clair. C'est du bleu qui va être plus ou moins clair. En plus de ça, donc on a un côté un peu, pas de 2,5D, mais incurvé, et qui fait que ça va donner des couleurs un peu différentes. Quelque chose qui est assez appréciable et plutôt discret, et que je trouve vraiment sympathique de ce point de vue-là. Ce qui fait que ça réagit différemment. Donc par exemple, dès qu'on va mettre un peu de lumière, ça va être plus du côté clair, alors que dès qu'on sera avec moins de lumière en pleine face, là, il a un côté un peu plus bleu, voire bleu très foncé.
Sur les côtés, on a droit donc d'un côté au bouton Power, tout simplement. Au-dessus, des antennes avec le port pour la SIM ou double SIM et port SD. Un micro ambiant. Ici, nous avons le bouton volume. Donc, bouton volume ici avec le bouton Google Assistant. J'y reviendrai un petit peu après, mais je trouve qu'il est aussi utile que le bouton Bixby des Galaxy. Donc on s'en passerait bien. Ensuite, ici, donc encore des antennes qui sont pas symétriques, ça c'est un petit peu dommage. Le port jack, ici le port USB Type C et le haut-parleur. En façade, pour terminer, on a droit, hop, donc un écran de 6.1 pouces avec une belle petite encoche magnifique qui ravira tous les amoureux des encoches, parce qu'elle est un petit peu large sans trop l'être, avec le haut-parleur, la caméra qui est bien centrale, et capteur de proximité et de luminosité qui est à gauche. Donc on peut les voir ici. On a bien sûr droit à un menton qui reste plutôt correct par rapport au reste. On peut voir par rapport au Pocophone, on est sur quelque chose d'un petit peu plus petit. Donc c'est quand même appréciable, on sent qu'il est un petit peu plus compact. Globalement, c'est un design que je trouve plutôt réussi, qui est de bonne qualité et de bonne facture. J'ai pas grand chose à dire au-delà du fait qu'on a droit à une encoche qui est vraiment, qui reste assez grosse et qui limite sur le côté les notifications, et c'est ça qui est un petit peu dommage. Après, ce qui est bien, c'est que c'est pensé symétrique, en tout cas dans l'idée c'est un peu ça, même si ça ne se voit pas, puisque avec les capteurs de luminosité et de proximité, on ne les voit pas, puisqu'en général c'est bien intégré, donc ce qui fait qu'on a juste le haut-parleur qui aura tendance à ressortir, comme là par exemple à la lumière, il n'y a que lui qu'on voit. Donc c'est ça qui est un peu dommage à mon sens, avoir peut-être donné une petite, un petit design un petit peu plus fun pour le coup, pour avoir un côté symétrique un peu plus avancé, aurait été sympathique. On a aussi le côté FinQ qui est mis en avant sur ce G7, le côté IA, mais on y reviendra. Mais en soi, le design ne se démarque pas particulièrement, à part bon, qu'il a droit à un port jack, hein, ce qui devient incroyable. Par contre, ce qui est un petit peu particulier, je sais pas si c'est un choix particulier, mais le fait d'avoir les antennes non symétriques, parce que le port jack est complètement à l'extrémité, je trouve ça un peu bizarre. Alors, est-ce que c'est parce que c'était une contrainte dedans? Je pense que c'est ça. Mais ça fait un peu bizarre de voir les deux antennes pas du tout symétriques, alors c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Sinon, je n'ai pas forcément grand chose à dire sur ce design. Il est réussi en soi, il tient bien en main, le côté incurvé fait qu'on l'a vraiment bien en main. Il a un côté, pour moi en tout cas, qui semble moins imposant que le V30, du peu que j'ai pris en main. Il semble moins imposant, et le côté, bah justement, là on est sur un 6.1 pouces avec encoche. Les bords, enfin les côtés, les bords semblent quand même un petit peu épais quand on compare. Alors c'est moins que le Pocophone qui lui fait normalement des petites concessions de ce point de vue-là. Si on compare, enfin, en tout cas pour un haut de gamme ou par rapport à un Samsung, en tout cas il souffrirait de la comparaison par rapport aux autres, parce que ça semble un petit peu plus épais. En tout cas, bon. C'est plus pour l'image en soi, mais sinon ça ne gêne pas vraiment l'utilisation. Au niveau de la surcouche de LG, on est sur quelque chose qui, pour le coup, bon, qui s'est amélioré, mais qui jusqu'à il n'y a pas si longtemps était assez différent de ce que propose Google. Là, on a une petite amélioration. Néanmoins, par contre, sur le suivi, on n'est pas encore au même stade que ce que propose Google, tout simplement, ou Samsung, puisque là, par exemple, pour le patch de sécurité, on est sur celui de juillet. Pas de mise à jour nouvelle depuis, et ça, c'est quelque chose qui est un petit peu dommage. Donc, malheureusement, pour ceux qui sont très fans d'un suivi vraiment du tac au tac, le plus rapidement possible, vous serez malheureusement déçus. En soi, au niveau des caractéristiques, enfin au niveau de la surcouche en elle-même, on a pas mal de petites choses. Alors on va commencer par les paramètres, qui reprennent cette fois-ci, par rapport au G30 je crois que c'était différent, mais qui reprennent en tout cas cette fois-ci la même chose que ce que propose Google en termes d'agencement des paramètres. On a bien sûr Wi-Fi, données, partage de connexion, mode avion, VPN, les appareils connectés, donc là on va avoir la gestion du Bluetooth, du NFC, Android Beam, les panneaux de partage, donc panneaux de partage des appareils à proximité et contact fréquent. Donc là c'est quelque chose qu'on peut activer ou non par rapport aux appareils à proximité. Donc ça va être plus par là en fait.
partage de fichiers, serveur multimédia, donc via un serveur DLNA, LG AirDrive bien évidemment, les petites fonctions de LG, MirrorLink et les impressions, donc pour ceux qui ont encore des imprimantes chez eux. Au niveau du son, on va avoir toute la gestion classique avec Ring ID. Il est possible sur le téléphone de créer une sonnerie unique pour chacun des appels. Je ne reçois jamais d'appel, donc je ne sais pas. On a la qualité du son. Comme vous le savez, il y a le quad DAC. On y reviendra sur la partie son, mais qui va permettre de gérer une normalisation du volume, l'égaliseur, le mode quad DAC et après l'équilibre. Donc ça, quelque chose de particulier. On a la puissance du vibreur qu'on va pouvoir gérer en fait. Donc ça, ça peut être sympathique. Selon ce qu'on cherche à avoir, si on voulait quelque chose d'assez différent. Le type de vibration, on peut avoir quelque chose de long, rapide, court, répété, blablabla. Donc selon ce que vous avez envie, c'est personnalisable et c'est assez rare pour le mettre en avant. La partie écran, donc on a l'écran d'accueil, donc là c'est vraiment en fait soit logiciel, soit l'écran lui-même. Donc on peut choisir en fait d'avoir soit un accueil simple, classique, sans tout simplement le tiroir d'application, soit, moi ce que je préfère, avoir un système avec un tiroir d'application, comme ce que proposent les Google Pixel avec le Pixel Launcher entre autres, où on doit aller vers, comme je l'ai montré au début, donc vers le haut pour, non je ne l'ai pas montré vu que c'était un autre plan, mais tout simplement comme ce que propose Google. On peut avoir sinon, comme les Samsung etc., proposer une petite icône pour pouvoir ouvrir ce tiroir d'application et une version simplifiée si le cœur vous en dit et que vous aimez quelque chose de tout simple. On peut gérer les fonds d'écran, l'effet de défilement, donc des écrans d'accueil, donc les formats d'icônes aussi, si on les arrondit, original, rond ou cylindrique. Bon, il y en a qui sont pas de bon goût, mais bon, on peut choisir la grille, donc comment on voulait qu'elle soit agencée, avec le nombre d'applications possibles, Smart Bulletin, laisser l'écran d'accueil tourner en boucle, donc d'avoir toujours quelque chose, donc pouvoir revenir toujours au même endroit, mise à l'échelle des applications, donc ça c'est pour ceux qui justement n'arriveraient pas tout en bas, parce qu'ils seraient encore en 16/9, on peut les forcer de cette partie-là. Always on Display, donc c'est quelque chose qui va être tout simplement, l'écran va être allumé par défaut. Alors sur un écran IPS c'est quand même assez particulier de choisir cette fonction là et je ne comprends pas pourquoi LG reste ou veut rester sur de l'IPS tout en mettant de l'Always On Display alors que pourtant ça bouffe un peu de batterie quand même. La taille d'affichage bien évidemment, donc ça c'est quelque chose que vous connaissez tous normalement aujourd'hui, donc pour avoir plus d'affichage ou non. La résolution, comme en fait, ils utilisent la même solution que Samsung, c'est-à-dire qu'on a du 1440p par défaut, mais on peut l'utiliser en 1080p si on a envie. En soi, ça ne change strictement rien, surtout qu'ici, on est sur une version IPS, donc ça n'éteint pas du tout les pixels. Couleur de l'écran, on va pouvoir choisir entre automatique, l'économie d'énergie, cinéma, sport, jeu, expert. Alors sport, bon, je veux bien, mais bon, ok. Pour moi, le truc le plus sympathique étant le cinéma, mais après, à vous de voir. Et vous pouvez en plus de ça, derrière, régler, en fait, quand vous mettez en mode expert, vous pouvez régler la température des couleurs et le mode rouge, vert et bleu, donc vous pouvez influencer légèrement sur les couleurs. Ça peut être sympathique. Le confort visuel, bien évidemment, utiliser la vue confort, donc un filtre de lumière bleue, et on peut le planifier automatiquement, voire même mettre en noir et blanc. Hop. On a ensuite, d'ailleurs, hop, on va le désactiver. Alors, exploration, renforcement de la luminosité, donc c'est-à-dire que quand vous êtes en plein soleil, ça va permettre de renforcer la luminosité pendant quelques minutes, donc on peut choisir 2-3 minutes ou 30 secondes. Ça le fait très peu de temps puisque ça consomme énormément de batterie, c'est pas fait pour durer en fait, sinon la batterie va vraiment descendre très vite. On peut gérer ici donc toute la partie sécurité, donc voilà, on voit la mise à jour de sécurité qui n'est pas vraiment aux dernières nouvelles. On a l'empreinte digitale, la reconnaissance faciale qui se fait uniquement via le capteur photo. La reconnaissance vocale, donc ça c'est si vous voulez le faire avec un mot, que je n'ai pas testé pour le coup, parce que ça en fait beaucoup, mais on peut tester rapidement. Donc après quelques tests, du moins pour moi, donc après 4-5 fois ça marche très bien, ça le déverrouille à chaque fois, ça met un petit peu de temps, ça met une seconde le temps d'entendre la voix, de la comprendre et de savoir si c'est bien nous ou non.
Et j'ai testé avec ma copine, bien sûr, ça n'a pas du tout fonctionné. Donc au moins, bon, ça prouve que c'est un petit peu sécurisé, voir à quel point ce serait intéressant de le savoir. Mais malheureusement, je n'ai pas vraiment, comme vous pouvez vous en douter, poussé les tests. On peut choisir l'écran de verrouillage, donc on veut un schéma, si on veut un knock code aussi, donc ça va même vraiment de taper à certains endroits pour réveiller l'écran. Le problème étant que ça peut être imprécis pour nous puisqu'on ne sait pas vraiment où on tape, on n'est pas forcément sûr, mais ça permet à la personne en face de ne pas savoir où elle tape. Ça peut être sympathique pour cette partie-là. Empreinte digitale, reconnaissance faciale, donc ça on l'a vu. Verrouillage du contenu, donc on peut verrouiller certaines choses. Cryptage, rendre les mots de passe visibles ou non. Administrateur, montre agent, épinglage de l'écran, blablabla. Ensuite, on a les extensions, donc ça va être toutes les parties un peu particulières de LG. Smart Doctor, donc pour toute la partie... oula. Donc ça va être vraiment la partie en fait où, comme vous pouvez voir, donc floating bar, ça va être la barre flottante qu'on a ici. Et donc qui va permettre de lancer des applications un peu partout. Donc bon, c'est pas très utile. Gaming, on va voir la partie gaming. Donc les outils de jeu classiques. Context awareness. Donc à la maison, en fait, ça veut dire que ça va être vraiment en fait selon ce qui va se passer. Donc sélectionner le changement automatique pour un profil de son, le Bluetooth ou le Wi-Fi. Lorsque hors du domicile, la même chose. Au bureau, absent du travail, donc ça va être selon le GPS. En gros, que ça va vous reconnaître. Lorsque les écouteurs vont brancher, ça va permettre d'ouvrir une application. Ou lorsque le Bluetooth est actif, par défaut, ça peut ouvrir une application. Il faut voir l'intérêt. Il y a des choses plutôt sympathiques, comme le fait que ça va se mettre automatiquement en 4G ou automatiquement en Wi-Fi. App et notifications, donc les autorisations, accès spécial, donc pour tout ce qui est administrateur, exclusion d'économie d'énergie, etc. Notifications pour la gestion des notifications et tout ce qui est information sur les applications installées. La batterie, on va avoir droit à l'utilisation, pourcentage, l'économie d'énergie, donc ça le truc classique. L'exclusion de l'économie d'énergie, donc là c'est certaines applications, vous pouvez les exclure et en fait choisir vraiment ce que vous voulez, ça va être en plus de ça même, apparemment les applications système. Donc ça, c'est assez intéressant de voir ça. Données batterie non disponibles. Bon, après, je l'ai pas vraiment utilisé en même temps, puisqu'il traînait un petit peu le temps de pouvoir tourner le test. La mémoire avec la carte SD, puisque oui, on peut mettre une carte SD en 2018. C'est encore possible dans certains téléphones haut de gamme. Merci LG de faire comme Samsung pour le coup, et de faire la même chose par rapport à ça. Donc... ici tous les comptes qui sont synchronisés, accessibilité, visuel, donc là ça va être talkback, ça va être plein de petites choses, taille d'affichage, zoom, les différents zooms possibles, les pointeurs, écran fortement contrasté, donc ce genre de choses, inversion des couleurs, ajustement des couleurs de l'écran, niveau de gris, donc là c'est vraiment très poussé. La partie auditive, donc afficher les sous-titres des vidéos, alerte flash, le flash clignote pour les appels entrants et les messages, donc c'est-à-dire que c'est vraiment lui, donc pour les malvoyants par exemple. Couper tous les sons et baisser le volume sur le récepteur. Ok. Et le canal, on peut le mettre en stéréo ou audio et même faire la balance entre gauche et droite pour ceux qui auraient divers problèmes de ce type. Pour ceux qui ont même des problèmes de motricité ou cognitive, vous avez Touch Assistant, un clavier tactile pour une utilisation aisée, des boutons standards ou des gestes raccourcis. Saisie tactile, clavier physique. Personnaliser les paramètres de touche, donc on peut mettre un clavier physique, clic automatique, maintenant foncé pour les appels, mise en veille de l'écran, zone de commande tactile. D'accord, donc on a pas mal de petites choses sympathiques par rapport à ça. On a bien sûr Google, le système comme je vous ai montré, avec toute la partie langue, data, mémoire, donc la mémoire bien sûr c'est la RAM, avec ses 4 Go, redémarrer, options de développement, donc là ça va être plus des diverses choses ici qu'on va pouvoir activer ou non. Hop, à propos du téléphone. Donc, ce qui fait que, voilà, déjà, on a ça. Ensuite, au niveau des applications, on va essayer de faire rapidement. On a bien sûr la partie photo que j'ai beaucoup appréciée parce que complète et en plus de ça, elle fait son petit effet pour diverses choses. Vous avez ensuite, on va aller rechercher ici, la partie appel, message. Donc là, c'est Android Message qui est présent. Galerie, hop ici, donc une galerie avec souvenirs, donc on crée des souvenirs, donc on peut créer des souvenirs, en fait c'est un peu comme Google Photos, ça vous crée des petits albums, on peut lire tout ce qui est vidéo, photos, albums, donc selon le type de choses que vous avez fait. Donc voilà, après on peut supprimer, afficher des fichiers, on peut verrouiller des fichiers que vous ne voulez pas montrer à tout le monde.
Quick Help, ici, hop. Donc ça va être toute la partie aide, tout simplement, mais en allemand. D'accord. Mais bon, sinon c'est en soi une partie aide que vous devrez avoir normalement dans la langue natale, tout simplement. Horloge, donc là, bon, classique, horloge. Quick Memo, donc là, tout ce qui est notes, tout simplement. Et on peut, voilà, on peut synchroniser via le compte. Donc forcément, moi je n'en ai point. Info, non, ça c'est autre chose. Ah oui, ensuite vous avez plusieurs choses. Donc là, vous avez le répertoire, donc les contacts. C'est bien parce qu'il m'a lancé une application que je ne voulais pas. Agenda tâches, LG Health, qui va être toute la partie tout simplement santé, qui va nous permettre de gérer vos pas, de gérer voilà, les calories, etc. Et lancer des exercices. Calculatrice email, HD audio recorder, donc ça pour enregistrer tout simplement. Radio FM et bien sûr une vraie radio FM. Ça c'est plutôt une bonne chose, ça devient assez rare. Centre de mise à jour, gestionnaire de fichiers, Smart Doctor, donc le côté... voilà, LG Mobile Switch, donc si vous voulez changer d'appareil, vous avez ce système-là, le gestionnaire de fichiers, bien évidemment. LG Smart World, donc là, ça va être plus le petit... hop, ça va être par rapport, tout simplement, j'imagine, à LG. Choisir le pays, bon, Smart Monde, on va mettre Roumanie, parce que c'est bien la Roumanie. Non, bon, il faut la mettre à jour, tant pis. Remote Call Service, donc là ça va être, si vous avez besoin en fait d'aide, ils peuvent en fait gérer via Remote Call. Téléchargement, ok, ici, alors en application préinstallée Facebook et Instagram, et toute la partie Google. Donc ça reste assez léger au niveau des applications, il y a quand même un allègement et un rapprochement de ce que propose Google pour une simplification. C'est dommage qu'il ne propose pas de service pour tout ce qui est news. On peut, en partant vers le bas, avoir toutes les informations, les dernières informations. On a bien sûr au niveau de l'encoche, chose que je n'ai pas dite, on peut avoir jusqu'à 3 notifications ou 2, ça dépend en fait de ce que vous activez. Si vous activez, s'il y a trop de choses affichées à droite, il va le mettre à gauche. Donc ça c'est le côté un peu dommage. Et on a donc Bluetooth, Wi-Fi, data et bien sûr la batterie. Donc... et après, vous avez bien sûr cette partie-là, vous pouvez modifier et ajouter ou supprimer des choses. Donc une surcouche qui en soi est plutôt jolie, elle est plutôt stable, elle manque un petit peu de mise à jour pour du haut de gamme, ça va être surtout ça qu'on va lui reprocher. Mais sinon elle tourne bien, j'ai pas eu de soucis à faire, elle est plutôt bien optimisée, sachant qu'en plus de ça on a que 4 Go de RAM, donc ça c'est plutôt cool. Donc LG fait quand même une bonne optimisation de son OS et ça c'est une bonne chose. On a plein de choses assez sympathiques, d'ailleurs je n'ai pas montré la partie musique, qui reste assez simple en soi, mais ça tourne vraiment bien, il n'y a vraiment pas ça tourne vraiment bien tout simplement, donc ça c'est une bonne chose. Que puis-je dire de plus? Pas grand chose de plus. C'est agréable, ça se rapproche de plus en plus de Google, donc pour ceux qui sont réfractaires aux surcouches, vous ne serez pas dépaysés ici. Vous aurez juste droit à plus un côté un peu thème qui a été mis en place avec quelques applications supplémentaires. Au niveau de l'écran, on se retrouve avec un écran IPS en 2K, donc du 3120 x 1440p, donc un écran très dense et seulement IPS. C'est un petit peu dommage sachant que le V30 et les LGV proposent de l'OLED. C'est assez étrange d'ailleurs que LG reste sur de l'IPS pour la gamme SG, ce serait bien qu'il passe à la AMOLED, et ce qui fait que on est sur quelque chose qui... en soi les couleurs sont plutôt bien, mais on sent que c'est un petit peu trop, notamment au niveau du rouge, et ce que mettaient en avant les numériques d'ailleurs de ce point de vue-là, il y a quelques couleurs qui sont tout simplement trop saturées, et ce qui ne permet pas de faire la même performance que le LG V30, c'est-à-dire des couleurs bien gérées, bien réglées, et c'est là un peu le problème, et c'est un peu dommage malheureusement de se retrouver avec des couleurs qui sont un peu pétantes pour un haut de gamme où justement on est en recherche à l'heure actuelle de l'écran le plus proche de la réalité. Ce n'est pas encore ça. Donc malheureusement, il faudra faire sans cette partie-là, même si l'écran en soi est très beau. L'écran a tendance un peu à aller vers le jaune, en tout cas dans le mode que j'ai mis, mais on peut voir en tout cas déjà que sur hop, on va descendre un petit peu la luminosité.
mais on peut voir que, notamment par exemple dans Dance EDM, on peut voir que c'est plus saturé du côté du LG, même Rock c'est plus saturé. Si on regarde Back to Cool avec le playlist Feel Good, on peut voir que c'est plus saturé du côté de LG, et c'est un peu dommage. Et j'ai pris en plus de ça le mode d'écran le plus léger par rapport à ça, ce qui fait que c'est assez dommage, et on se retrouve avec quelque chose qui malheureusement ne reflète pas la réalité. Et pour les plus exigeants par rapport à ça, vous serez un peu déçus, et c'est un peu dommage. Pour la partie luminosité, on peut voir qu'au minimum, ça se vend encore un petit peu, c'est pas assez bas à mon sens. Et au maximum, alors, vous avez soit le maximum normal qui est assez correct, soit vous avez le mode très performant, donc mode plein soleil, où là ce sera vraiment très puissant, mais que pour 2 minutes. Donc ça c'est la chose à savoir, pour pas que ça consomme trop d'autonomie. J'ai jamais eu de soucis en tout cas en plein soleil, il a toujours bien fait son taf de ce point de vue là, donc je n'ai rien à reprocher à cet écran à part les couleurs. Les angles de vision aussi sont très bons, donc pas de soucis de ce point de vue là, mais c'est dommage que le calibrage des couleurs ne soit pas aussi parfait qu'il devrait l'être, surtout qu'LG a déjà montré qu'il savait le faire. C'est dommage pour cette fois là. Aussi autre chose, on a bien sûr droit à une encoche qui prend de la place et qui fait que malheureusement je ne trouve pas ça très beau, mais ça c'est plus personnel. Vous l'aurez compris, on est sur la partie son, et donc on est sur une partie qui est malheureusement mono. Donc ça c'est un peu le côté dommage, on est que sur du mono, et ce qui fait que on est un peu limité. Néanmoins, on l'entendra bien, la qualité sonore est vraiment excellente pour un mono-parleur très puissant, de très bonne qualité, avec des bonnes grosses basses, et il y a même, on va dire, une fuite de son qui est faite de ce côté-là, ce qui fait qu'au départ, j'avais l'impression que c'était du double haut-parleur, mais pas du tout. Ce qui fait que on est bien sur un mono-parleur, mais avec une fuite par ici, qui donne un côté presque double haut-parleur à certains moments. Du moment, ça donne l'impression d'avoir à peu près la même chose que le Pocophone, qui n'est pas très bon de ce point de vue-là. Ce qui fait que c'est plutôt agréable là-dessus, et on peut vraiment avoir un très bon son, rien que déjà sur cette partie-là. Pour la partie audio, donc avec un jack. Vous savez le jack, vous savez le truc très sympa. Eh bien, il faut savoir que nous avons droit, d'ailleurs je vais le remettre, nous avons droit au hi-fi quad DAC. Il faut savoir que c'est un sabre ES 9218 K2M qui est à l'intérieur, et qui permet d'avoir un son de très bonne qualité. Les numériques disent qu'il n'a pas un très bon son, et je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, la chose que je n'aime pas, alors la chose qui est très sympathique, c'est, donc on a le hi-fi DAC qui est présent, avec ici, on va vous dire, plusieurs signatures présentes, qui vont permettre d'avoir différents styles qui pourront vous plaire ou non, mais je préfère la partie normale, c'est pour moi la plus naturelle. Vous avez le filtre numérique qui va pouvoir modifier un petit peu comment va être balancer le son, comment donner l'impulsion en fait. Et en fait vous avez plusieurs choses short, le son plus spatial et ambiant, quelque chose de basique en fait, c'est ce qu'il y a de basique et qu'on a tous. Vous avez un son qui est dit plus naturel, qui va être présent comme ceci, qui va avoir un côté un peu moins détaillé et un peu moins spatial, donc ça j'aime un peu moins, et le slow qui va être un son plus clair, donc ça va être vraiment plus clair, on va avoir un son un petit peu plus détaillé, mais qui va être un peu plus clair et que j'aime pas forcément. J'aime bien rester sur le short, mais selon vos envies et selon les écouteurs que vous avez, l'un des trois pourra mieux correspondre à ce que vous recherchez. Vous avez même un petit équilibre gauche-droite qui est présent pour cela. En soi, le son est pour moi le même dans la partie basique, quand on laisse de base, ça va être la même chose que ce que propose le Meizu Pro 6 Plus. En effet, pour moi, la puce, le SS9218 K2M, est la même que le 9018 K2M du Meizu Pro 6 Plus, du moins en tout cas, c'est ce que je ressens par rapport aux écouteurs que j'ai personnellement. Ce qui fait qu'il n'y a pas une grosse évolution, je m'attendais un petit peu mieux pour le coup le dernier des hauts de gamme, et c'est un petit peu dommage, peut-être que là-dessus Sabre n'a pas beaucoup évolué, là où Cirrus Logic, lui, a évolué, et je pense d'ailleurs que c'est pour ça que beaucoup se tournent vers la solution des Cirrus Logic.
Néanmoins, le son restera quand même excellent. La petite chose à savoir, c'est que si on le désactive, on va avoir un son vraiment moins bon. Il va être moins détaillé, moins précis. Globalement, le rendu du son va être un peu plus agressif. Enfin, tout est vraiment différent. J'ai l'impression que quand on est sans le hi-fi quad DAC, ça va passer par la puce audio du Snapdragon 845 et je sais pas exactement, mais ce qui fait qu'on a un son moins bien, mais quand même très bien réglé de base, beaucoup mieux que la plupart des smartphones. Et quand on l'active, on va avoir un son vraiment meilleur. Et en plus de ça, ça permet d'avoir des casques mieux alimentés globalement. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose aussi. Mais c'est intéressant de le voir et de voir une différence quand même vraiment appréciable de ce point de vue-là. On a bien sûr un égaliseur qui est présent, donc selon vos envies, vous pouvez le modifier. Donc là-dessus, vraiment un bon son. Moi, je trouve vraiment très très bon là-dessus. Et ce qui fait que ça permet d'effacer, parce que en soi, ça reste un très bon téléphone, et ça permet d'effacer un défaut qui est présent sur beaucoup de téléphones, à part Samsung, puisque eux aussi utilisent, dans le côté très grand public, comme HTC d'ailleurs, une puce audio dédiée. Donc à part cela, bien évidemment, ça va être une autre chose, mais au moins on a un parti hi-fi qui est vraiment assumé et vraiment mis en avant, et ça c'est une bonne chose. On va parler maintenant de la partie photo. La partie photo qui est pour le coup le sujet qui fait un peu mal sur ce LG G7 ThinQ. En soi, et il faut le dire tout de suite, la partie audio est moins bonne, enfin la partie photo est moins bonne que celle que propose LG avec son V30. Et ça, c'est un peu dommage parce que normalement, c'est les mêmes capteurs, mais pour le coup, ils s'en servent apparemment moins bien. Déjà, son application photo est vraiment très bonne. Il faut l'avouer quand même, il y a vraiment une très bonne application photo. Déjà, le système où on va pouvoir choisir, hop, arrête de tourner dans tous les sens comme ça, mais en fait, il a décidé de m'emmerder aujourd'hui, de pouvoir zoomer comme ceci, et ensuite pouvoir aller sur l'autre capteur, hein, parce qu'on a le capteur grand angle, on peut le voir ici, et le capteur ici, donc le capteur classique. Ce qui est bien, c'est qu'on peut le choisir ici ou ici. On peut le forcer tout simplement à n'importe quel moment, et en plus de ça, on peut jouer avec cette molette, et qui en plus, en fait, selon les degrés, ça va vibrer, on va sentir vibrer. Et c'est quand même vachement agréable parce que ça donne un effet supplémentaire. En plus de ça, les deux sont stabilisés. On a le mode iCam, bien évidemment, le côté reconnaissance des scènes, etc. Et ce qui fait que, alors, il y a un côté que je trouve assez intéressant, c'est que quand il va reconnaître, alors on va le désactiver et le réactiver, il va vous mettre plein de petites choses. Donc là, bureau, gros plan, bureau, technologie, bureau, gros plan, technologie, gros plan, bon voilà. Il détecte ça, il va détecter aussi des écritures par moment, et il va faire ça un peu partout en fait. Et après, il va annoncer, le temps qu'en fait qu'il cherche, plusieurs filtres. Et ça, c'est plutôt cool, je trouve. Ça met un petit peu plus en avant l'IA, je trouve, et c'est assez fun en fait. C'est assez fun en soi. On a Google Lens qui est aussi présent, qui va permettre de savoir en fait ce qu'il y a, en fait, soit de pouvoir faire des traductions, ce genre de choses. Il va le détecter et dire ce que c'est. Donc, pouvoir aller chercher sur Twitter, YouTube, sur le site web, etc., etc. C'est plutôt une bonne chose. C'est bien intégré. En plus de ça, l'application photos, pour moi, c'est logique. Le mode portrait, alors lui, par contre, le mode portrait, il fonctionne que sur des portraits. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le faire sur... vous pouvez pas le faire sur n'importe qui, enfin n'importe quoi, vous pouvez le faire que sur n'importe qui. C'est-à-dire des fleurs, etc., ça marche pas. Mais on va y revenir dans les photos, on peut faire de très beaux bokeh en mode un peu macro, sans avoir besoin d'un mode portrait, et ce qui fait que ça donne un côté un peu plus naturel. Vous avez plusieurs modes, le mode automatique, manuel ou manuel en mode vidéo, le cinéma vidéo, qui lui est intéressant parce qu'il va ajouter un côté un peu supplémentaire, donc il est en 30 fps, mais il va être très bien, très bien stabilisé avec soit un point to zoom, donc en fait on va pouvoir choisir là où on veut et ça va zoomer vers l'endroit où on a demandé. Et donc ça va permettre en fait d'avoir un zoom lent, un progressif et doux à l'image. On peut aussi choisir des effets, donc romantique, on a retouche des images, blockbuster d'été, cinéma, etc. Et on va pouvoir choisir la force de l'image, la force de l'effet, ainsi que le vignettage, donc pour un côté un peu plus vignette tout simplement,
qui va être présent. Donc ça, c'est peut-être plutôt sympa pour ceux qui sont plus amateurs à vouloir faire attention à ce qu'ils font en vidéo. Par contre, bah, vous perdez le côté 60 fps. Le mode manuel, bien évidemment, est super complet. La gestion de l'auto, la gestion UHD 60 fps, l'audio, donc ce qui va capter, l'ouverture, etc. On peut tout régler et ça, c'est quand même vachement agréable. On a l'aliment, le slow motion en 120 fps uniquement. Donc ça, c'est le côté un peu dommage. On n'est que sur du 120 fps, mais bah, il faut faire avec. Ensuite, Jump Cut Flash, donc ça, c'est plus... des photos sont prises tous les 3 secondes et enregistrées sous forme de GIF, tout simplement. Bon, ils auraient pu faire juste GIF, air sticker, mais ça, on s'en fout un petit peu dans la réalité. Dans la partie photo, maintenant je vous mets tout simplement des exemples de photos, et je trouve qu'en photo, il se débrouille vraiment bien. Le gros problème surtout, c'est qu'il aura tendance à avoir des photos qui sont un peu chaudes en termes de couleurs. C'est surtout ça, je trouve. Mais globalement, soit il y a eu des mises à jour depuis la sortie, soit soit c'est moi qui n'ai pas vu réellement les résultats du V30, mais je trouve les photos vraiment très bonnes et très détaillées. Je les trouve même plus détaillées que le S9 dans le mode classique. Alors, il y a une raison aussi à ça, c'est que l'angle est beaucoup plus serré que le S9 qui a un côté un peu grand angle. En fait, il va être justement au niveau de l'angle du S9, c'est entre l'angle du capteur du G7 et le grand angle du G7. Et ce qui fait que on récupère plus de détails en normal et en grand angle, on va récupérer forcément un peu moins de détails, mais ça reste très bon. Les deux capteurs d'ailleurs choisis sont vraiment bons et ce qui fait que ça le rend vraiment agréable à utiliser parce que en plus de ça, le grand angle est vraiment rare sur smartphone et comme c'est du très grand angle et ça se voit, ça permet d'avoir des scènes où soit on va avoir un côté très détaillé avec des couleurs un peu chaudes, un peu c'est un peu ça en fait son gros problème, c'est qu'elles sont un peu chaudes, mais vraiment très détaillées, avec une profondeur de champ qui est vraiment très bonne, qui est très bien gérée, qui est pour le coup naturelle, et de l'autre côté, le côté grand angle pour avoir l'ensemble de la scène. Par contre, le côté grand angle a besoin d'avoir beaucoup d'espace pour pouvoir justement avoir la mise au point minimum, c'est-à-dire qu'il va falloir au moins 2 fois plus de distance, donc pour moi il faut au moins 30 cm pour pouvoir faire la mise au point minimum. Ce que j'aime bien aussi sur le côté des photos du G7, c'est que la partie retouche photo semble pas trop forcée. Ça, c'est une très bonne chose parce que c'est un peu le souci que j'ai sur beaucoup de smartphones, c'est qu'ils ont tendance un peu à abuser de ça. Ça, c'est une première chose. Et puis, en plus de ça, globalement, j'aime beaucoup utiliser. Il est quand même vachement agréable à utiliser au niveau de... En fait, quand on va prendre une photo, ça va vibrer. Quand on va zoomer, ça va vibrer. Il y a tout en fait, l'application elle-même est vraiment agréable à utiliser et ça donne un côté un peu photographe. Et ça, c'est le côté un peu cool. Aussi la partie vidéo, le côté cinéma vidéo, etc. Je vous mets tout ça de toute façon sur tout simplement sur Google Photos. Mais déjà, on a le droit de la 4K 60 fps très bien stabilisée et qui, en plus de ça, est de très bonne qualité. Donc, c'est vraiment agréable. Globalement, j'ai pas de grands reproches à faire sur la LG G7 en photo. C'est juste des couleurs un peu trop abusées. Le mode iCam avec sa reconnaissance tout simplement des objets, c'est plutôt pas mal et les couleurs ne sont pas trop forcées, on le voit, mais ça reste assez léger au final. Et ça, c'est aussi une bonne chose parce que ça ne permet pas de dénaturer les photos comme ce que fait par exemple le Honor 10. Et dernière chose que j'ai apprécié avec les photos, c'est justement, comme je l'avais dit au départ, c'est le capteur principal avec son angle assez serré, permet de faire des photos sans avoir besoin d'ajouter un effet grand angle, qui permet de faire des très belles photos. Et alors normalement soit elle doit passer, soit vous l'avez déjà vu passer, c'est une fleur violette et en fait ce que vous voyez c'est le bokeh naturel, il n'y a pas d'effet supplémentaire et ce qui fait que tout simplement ça rend un vrai bokeh, un bokeh qui est en plus de ça assez puissant et la fleur en plus de ça il y a un réel truc, c'est vraiment comme si j'avais l'impression d'avoir un appareil photo que j'aurais eu entre les mains. Et les détails sont vraiment présents, et ça c'est quand même le petit plus très sympathique de ce point de vue-là. Donc là-dessus, la partie photo du LG est vraiment appréciable, et vous devrez quand même vous amuser dessus sans problème. Il est vraiment agréable. Au niveau de l'autonomie, on est sur une batterie de 3000 mAh seulement, avec un écran IPS 2K, ça fait assez peu, et c'est vraiment le problème de ce smartphone. En effet, l'autonomie, au moins elle est constante, que ce soit en Wi-Fi ou en 4G, mais elle reste limitée. On est aux alentours des 5 heures, on fera pas plus, pas moins.
ce qui fait qu'il est dans la moyenne basse actuelle par rapport à tout ce que j'ai eu, il est en dessous du OnePlus 6, et ce qui fait que c'est un petit peu dommage. On est sur quelque chose qui est vraiment un peu trop limite, de faire à peine 5 heures, surtout en Wi-Fi, c'est quelque chose d'un peu moins compréhensible, et ce qui fait que c'est un peu le petit défaut pour moi de ce smartphone, parce qu'il a beaucoup de bonnes choses, mais alors ça, c'est par contre un vrai problème, c'est d'avoir justement ce côté... c'est d'avoir ce côté très limité en autonomie, de faire moins de 5 heures, quel que soit le scénario. Et ça, c'est le gros problème, encore une fois, de ce smartphone. Pour ceux qui cherchent une bonne autonomie, vous serez malheureusement déçus. Au niveau des benchmarks, on est sur Geekbench 4, et donc sur Geekbench, on fait un score de 2400 en simple cœur, bien évidemment, et 8717 en multicœur. On est sur un octocœur, le Snapdragon 845 qui a fait ses preuves jusqu'à maintenant en tout cas, et bien évidemment là on est sur quelque chose de tout à fait classique en termes de score, donc pas de souci de ce point de vue là. Donc j'ai pas vraiment grand chose à ajouter, aujourd'hui on connaît vraiment bien le Snapdragon 845, et là-dessus, il est tout simplement à pleine puissance, là-dessus il n'y a pas de souci. Aujourd'hui on est en 10 nanomètres, et ce qui fait qu'en termes de performance et de chauffe, on commence à être limité. Ce qui va être plus intéressant, c'est sur la partie graphique. Alors sur GFX Bench, on a justement ce problème d'autonomie qui est présent. On est bien évidemment sur du 1440p en termes de graphisme, en termes de résolution en tout cas pour cette partie-là. Et ce qui fait qu'on peut voir que la batterie en pâtit. En effet, on est à seulement 118 minutes, moins de 2 heures. Et c'est le smartphone, c'est la première fois qu'un smartphone passe en dessous des 2 heures sur ma chaîne. Donc c'est pour dire à quel point c'est vraiment pas bon quand il est à pleine puissance. C'est pas forcément le cas, mais actuellement c'est le présent. Et on peut voir qu'en termes de performance, donc là on est sur un écran donc 2K, et il commence à 2088. Il termine à 1572, donc il perd 25% de performance, ça reste assez correct, mais forcément en 2K, ça chauffe beaucoup et ça pompe beaucoup de ressources. Donc on est loin de ce qu'on peut faire un OnePlus 6 en 1080p, néanmoins si on fait un petit x2, parce que globalement c'est à peu près ça, on est d'un excellent score aux alentours de 3000. Donc ce qui fait qu'il fera autant que ce que propose le OnePlus 6, il est au final pas si bridé que ça, c'est surtout le fait que ça consomme énormément. Si on compare à la concurrence, voilà ce que ça va donner. Alors, qu'on peut voir en termes d'autonomie qui va être très très bas. Il va être dans ce référencé. Bon, le Redmi Note 2 ça compte pas trop, il était assez mauvais. Le G-Flex 2 était assez mauvais, mais c'est un Snapdragon 810. iPhone SE, 6S, Meizu Pro 7 à édition. OnePlus 3. iPhone 7, voilà, c'est à peu près la même chose qu'un iPhone 7 en fait. Qu'est-ce qu'on a dessus d'autres? OnePlus 3T, Zenfone 3 Deluxe. Il fait moins qu'avant. Voilà un petit peu, mais on peut voir qu'il fait assez peu. Hop, les 1577, on va voir. On fait mieux qu'un Mi Mix 2 forcément. Là, on fait un Google Pixel 2 fera un peu mieux, mais il est en 1080p. Mi 5, non. On va aller chercher. Qu'est-ce qu'on a? Alors, OnePlus 5 forcément. Alors, OnePlus 5, c'est un petit peu vieux quand même. OnePlus 5T. Il n'y a rien de plus récent. Bon, d'accord. Mais on peut voir qu'il se débrouille quand même bien par rapport à ce qu'il y a sur le marché. Hop, oui. Honeywell, je ne sais pas ce que c'est, mais ok. Mais bon, c'est surtout le côté 2K qui le pénalise, et c'est tout à fait normal. On va passer maintenant sur la partie jeu. On se retrouve sur Fortnite. Et oui, ça a changé un petit peu, Fortnite. On est sur tout simplement la dernière balle de Fortnite, grâce au LG ou au Black Shark, qui est aussi ici. Hein. Et donc, qui me permet tout simplement d'y jouer. Je ne sais pas encore où aller, parce que là, j'y vais complètement à l'arrache. On est en mode élevé au niveau des graphismes, et on peut voir que ça gère plutôt bien. Bon, forcément, il y a des petits accroches. Et forcément, j'atterris là où il faut pas.
Alors c'est un jeu qui est un peu compliqué à prendre en main au tactile, hein, vivement que j'ai une manette. C'est vraiment particulier. Mais on peut voir qu'il le gère très bien. Et que n'y a pas de gros soucis. Bien évidemment, en plus de ça, on est en 2K. Donc là, ça tourne en 2K sur le jeu. Et j'aimerais bien trouver au moins un mec à buter pour passer à la suite. On va avancer tout simplement. Ça fait assez bizarre d'ailleurs de jouer à Fortnite sur smartphone. J'ai assez peu joué, mais j'ai joué. Et pour le coup, par rapport à BUBG, ça montrera autre chose. Parce que c'est quelque chose que je ressors beaucoup. C'est le seul jeu qu'on fera en soi, parce qu'il est assez tard, je vous l'avoue. Et que j'ai encore le test express à faire. On n'est pas un clochard qui veut venir se battre. Rapidement là, 2 secondes. On peut voir en tout cas que ça le gère plutôt bien, c'est plutôt joli en mode élevé. En mode épique, ça n'arrive pas encore à suivre. Donc ça c'est quelque chose qui arrivera plus tard. Mais en tout cas c'est plutôt fluide. Le smartphone forcément il chauffe un peu, hein, ce qui est totalement logique d'ailleurs de toute façon pour un tel jeu. Mais ça reste assez correct là-dessus, ce sera pas brûlant. Et ça c'est aussi une bonne chose. J'en viens un petit combat histoire de. Hop, pour recharger, je ne sais même pas. Il faut taper dessus, d'accord. Que dire de plus, que dire de plus. On va taper un arbre, hein, parce que de toute façon, vu comment c'est parti, on va taper un arbre. Que dire de plus? Bah rien. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. À part que c'est bien de taper les arbres. L'écologie c'est naze. Alors... Putain, il n'y a personne, c'est abusé. C'est bien, ça vous fait un bon gameplay pour le coup. Ah bah, et vous aurez vu ma mort en direct, voilà. Tout simplement, au moment où je règle les ISO. Alors, que peut-on dire de ce LG G7 ThinQ? Ce LG G7 ThinQ, eh bien, c'est un smartphone qui est beaucoup oublié, au final, hein, puisque personne n'en parle, tout simplement. Et pour le coup, merci Daddy de me l'avoir passé, parce que je le rappelle encore, c'est lui qui me l'a prêté et qui m'a permis de me faire tout simplement un avis dessus. Et quand je teste le smartphone et que je vois que personne n'en parle, je trouve ça assez déstabilisant. Pour dire à quel point le rapport qualité-prix est devenu maître et que pourtant le LG G7 en est un très bon. Il a droit au Snapdragon 845, bon, ce qui est logique. Il a un écran IPS qui reste en soi très bon, même s'il n'est pas parfait en termes de colorimétrie, il reste très bon. L'appareil photo, pareil, il est un peu chaud au niveau des couleurs, mais il propose quelque chose de particulier avec ce côté grand angle, ce que fait aussi Asus pour le coup, mais il le fait très bien et il fait des très très belles photos, il faut quand même pas l'oublier. Il fait vraiment des très très belles photos. De plus, en plus de ça, il embarque une puce audio avec un côté hi-fi qui est mis en avant et qui est vraiment bon et qui, pour le coup, le peu de personnes qui en parlent, c'est-à-dire les numériques, ils sont pas gentils avec eux, alors que pourtant, il a une bien meilleure qualité que ces autres-là. C'est pas en parlant juste d'alimentation qu'on se fait un réel avis. Et pour moi, clairement, il vaut le Meizu Pro 6 Plus, encore une fois. Et ce qui fait mieux que le Meizu Pro 6 Plus, c'est le Meizu Pro 7. Ou les nouveaux Meizu qu'on n'a pas vu en France. Mais n'empêche que il faut aller chercher d'autres smartphones qui sont un peu calés en Wi-Fi pour pouvoir tout simplement avoir une bonne qualité. Et seul Samsung, HTC et puis bien évidemment Meizu font aussi bien. Donc ce qui fait qu'en fait son seul réel défaut c'est d'avoir une autonomie moyenne en ayant une batterie de 3000 mAh et un écran IPS. C'est un peu dommage. Et en fait, c'est un petit peu le... C'est presque le smartphone parfait. Mec, 2-3 petits défauts à des endroits, mais on peut apprécier quand même à sa juste valeur, clairement, au niveau de la photo ou au niveau de l'écran. C'est clairement pas ça qui va empêcher l'achat. Mais l'autonomie, c'est un peu la tâche sur le reste. C'est le défaut
sans être un défaut, puisque bah, on est quand même sur une bonne qualité, mais c'est ça qui fait son défaut. Donc, en soi, c'est un smartphone que je trouve totalement sous-coté, je suis totalement d'accord avec Daddy de ce point de vue-là. C'est un smartphone qui faut vraiment le coup, à 520 euros, à part du côté de Samsung avec son S9, on ne trouvera pas mieux, clairement. C'est juste l'autonomie qui est au moins constante à 5 heures, mais qui est un peu limitée par rapport à la concurrence. Je le recommande vivement, j'ai pas grand chose à dire de plus, il est vraiment très réussi, très sous-coté, il mérite d'être plus connu et mérite d'être mieux vendu, surtout à 500 euros, il vaut largement le coup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ou à partager partout. Et on se dit à bientôt pour un prochain test sur Teknoid.